Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit des enjeux actuels dirigé par Arnaud Guyot-Janin, diffusé en direct mardi 9 février 2016 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé jeudi 11 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir chers auditeurs pour ce nouveau libre journal des enjeux actuels qui sera rediffusé jeudi prochain à la même heure, c'est-à-dire à 21h30 jusqu'à 23h. Aujourd'hui, une émission consacrée au thème suivant: existe-t-il un socialisme opposé à la gauche? À l'occasion de la parution du numéro de la revue Crisis, qui consacre son numéro donc au socialisme. Et j'ai invité pour en parler précisément Thibaut Isabelle, qui est le rédacteur en chef de la revue Crisis. La revue Crisis qui par ailleurs est dirigée par Alain Benoît. David Lépée, qui est collaborateur à Crisis, à Rébellion et à la revue Éléments, et qui a écrit un texte dans ce numéro consacré au socialisme, un thème au socialisme face à l'idée nationale. Quant à vous, Thibaut Isabelle, vous vous êtes penché sur le thème de l'idée fédérale chez Pierre-Joseph Proudhon. Christian Brosio, rédacteur en chef adjoint des pages Histoire à Valeurs Actuelles, et Bruno Saint-Hélier, consultant en études d'opinion. Alors, le thème « Existe-t-il un socialisme opposé à la gauche » peut paraître, d'un point de vue politique ou politicien, un peu bizarroïde, parce qu'on a l'habitude en général de mettre dans le même sac gauche et socialisme. Historiquement, pourtant, le socialisme n'a pas toujours recoupé la gauche, et la gauche n'a pas toujours recoupé le socialisme. Donc nous allons voir ce soir si, hormis le socialisme collectiviste, étatique, marxiste d'un côté, et le socialisme ou le social-libéralisme bourgeois de l'autre, s'il existe d'autres socialismes historiques, si Jean-Claude Michéa, dans ses derniers ouvrages, a bien montré la trahison par la gauche du socialisme originel. Il y a donc peut-être beaucoup d'étiquettes à enlever, à remettre sur de nouveaux concepts et essayer de comprendre en quoi la justice sociale, l'idée de décence commune, de défense des plus humbles, de communauté du peuple, peut renvoyer à un socialisme qui n'a pas grand-chose à voir avec le Parti socialiste d'aujourd'hui, ni sous sa forme, encore une fois, gestionnaire à partir de 1983, à l'époque où François Mitterrand était président de la République, où Laurent Fabius était Premier ministre, ni pendant les 2 années précédentes, à partir de 1981, et avant évidemment la prise de pouvoir par François Mitterrand, où le Parti socialiste était davantage socialiste, c'est-à-dire davantage étatiste et favorable à une politique de redistribution. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le numéro de la revue Crisis portant sur le socialisme, j'ai envie de vous poser la question, Christian Brosio, un petit peu à brûle-pourpoint, une question qui peut paraître peut-être évidente pour certains auditeurs. En quoi, selon vous, aujourd'hui, le Parti socialiste ne mérite plus cette dénomination, et en quoi le Parti socialiste n'est-il plus socialiste? Est-ce qu'il faut d'ailleurs s'en réjouir, ou faut-il au contraire s'en lamenter? À votre avis? Alors, vous avez commencé à répondre à cette question, cher Arnaud, en disant que le Parti socialiste ne méritait plus le qualificatif de socialiste, notamment, surtout à partir du grand tournant de 1983, lorsque François Mitterrand se débarrasse de Pierre Mauroy pour faire venir Laurent Fabius. L'arrivée de Laurent Fabius à la tête du gouvernement avait été saluée à l'époque par le Wall Street Journal comme une excellente nouvelle
naturel pour les marchés. C'est un tournant tout à fait capital. On a appelé le tournant de la rigueur. Ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, qui n'allait plus cesser du reste jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi ne mérite ce parti qui avait été refondé en 1971 au congrès d'Épinay pour remplacer la vieille SFIO ne mérite plus le nom de socialiste? Nous allons parler tout au long de cette émission, nous allons passer en revue les différents socialismes théoriques et historiques qui ont pu exister, mais le point commun tout de même de ces différents socialismes, et il y a des socialismes d'ailleurs, nous le verrons au cours de cette émission, très divers et très même antagonistes, puisqu'il y a un monde entre le socialisme étatiste dont vous parliez à l'instant, cher Arnaud, et le socialisme fédéraliste de Proudhon, par exemple, et bien d'autres encore. Mais s'il y a un point commun entre ces différents socialismes, c'est la mise en cause, la critique, la mise en cause et le rejet du système capitaliste. Est-ce qu'on peut dire que depuis 1983, non seulement il y a eu ralliement du gouvernement socialiste à la société marchande capitaliste, mais depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, une continuité. Bien sûr. Et un renforcement. Une continuité et un renforcement. Le 1983 avait été justifié à l'époque avait été justifié, François Mitterrand avait trouvé une justification à ce tournant de la rigueur, c'était pour répondre aux critères de ce qui était encore la communauté économique européenne et de ce qui allait devenir l'Union européenne dans la perspective de la construction du grand marché unique qui allait être porté sur les fonds baptismaux avec le traité de Maastricht. Il s'agissait de préparer évidemment la France à ce grand tournant qui avait commencé avant. Les prémices remontent aux années 70. Il y a des courants au sein du PS d'ailleurs, déjà à l'époque. Non, mais de façon générale, le basculement dans ce qu'on allait appeler ce qu'on va appeler la globalisation libérale qui allait se déployer à partir de 1990, donc à partir de la fin de la guerre froide et du système bipolaire, les prémices remontent au début des années 70, et au début des années 70 déjà, il y a au sein du Parti socialiste un courant qui est animé notamment autour de Michel Rocard, ce qu'on appellerait plus tard les socialistes issus de la deuxième gauche, qui est déjà à certains égards annonce le tournant libéral de 1983. Et ce tournant libéral ne va plus cesser donc de s'affirmer, de s'accentuer pour arriver au cours des années 1990, lorsque Lionel Jospin devient Premier ministre de Jacques Chirac, Lionel Jospin tient le même discours que Margaret Thatcher quelques années avant. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Et en effet, on s'aperçoit que dans les années qui ont suivi et jusqu'à aujourd'hui, on a affaire à Manuel Valls, Premier ministre, qui se rend à l'université annuelle du MEDEF, dans le campus d'HEC, ce qui est tout un programme. Autrefois, naguère, et même dans les gouvernements de la Ve République, de la droite Pompidou, giscardienne, ou la droite gaulliste précédemment, et même et encore a fortiori avant, les représentants des organisations patronales étaient éventuellement convoqués par le gouvernement. Aujourd'hui, c'est le chef du gouvernement qui se précipite à l'université d'été de l'organisation patronale, le MEDEF en l'occurrence, qui représente essentiellement les entreprises du CAC 40.
donc, et qui s'exclame dans un discours ahurissant, extatique, presque avec une ferveur religieuse, où Monsieur Valls s'exclame je vous aime, entreprise, nous vous aimons et nous vous soutenons. D'une certaine façon. Et ensuite, nous avons le Parti socialiste. C'est quoi aujourd'hui? C'est également Monsieur Macron, qui est ancien conseiller économique de François Hollande à l'Élysée, issu de la banque Rothschild, et qui aujourd'hui et qui donc est ministre depuis 1 an et demi de l'économie et des finances, et qui exécute, enfin qui fait exactement tout ce que le MEDEF même n'oserait rêver. D'une certaine façon, le Parti socialiste a accompagné l'évolution du capitalisme. Oui. Puisqu'en 1983, on est encore à l'époque d'un capitalisme un peu paternaliste, industriel, qui commence à se financiariser. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, on rentre vraiment dans le capitalisme mondialisé pur et dur, dématérialisé, le capitalisme virtuel, la net économie, bref, la globalisation. Le turbocapitalisme. Le turbocapitalisme. En fait, le Parti socialiste a été le vecteur, l'accompagnateur, le vecteur et dans une certaine mesure l'accélérateur du turbocapitalisme, et y compris d'ailleurs d'où également son action sociétale qui est l'autre qui est le pan indispensable de la mise en place de ce turbocapitalisme. Alors, ce qui est aussi... Aujourd'hui, le Parti socialiste, c'est Madame Taubira, qui a été éjectée du gouvernement. Pourquoi elle a été éjectée du gouvernement? Parce qu'elle était devenue très impopulaire à droite, mais elle avait accompli son travail. Le travail pourquoi elle avait été nommée, à savoir faire entre autres cette loi sur le mariage pour tous, qui, rappelons-le, est une mesure soutenue par toutes les entreprises du CAC 40 et par le turbocapitalisme. Comme l'ancien patron de Goldman Sachs dit à propos du LGBT, is good business. Donc Madame Taubira a été là pour ça. Madame Pellerin au ministère de la Culture, de même, elle est là pour... elle met l'accent sur la révolution numérique, qui est également une exigence du turbocapitalisme, et pour participer à la liquidation de l'ancienne culture classique. De même que Madame Najat Vallaud-Belkacem est à l'Éducation nationale, pour liquider effectivement la transmission de l'école, la transmission du savoir à l'école, et transformer l'éducation nationale en une agence de formation, un centre de formation pour avoir des cerveaux formatés correspondant aux demandes de l'économie de marché. Mais il ne s'agit plus de former les esprits, de meubler les esprits par une culture, des savoirs, et former les esprits à l'analyse critique. Et un nivellement d'ailleurs par le bas, illustré par la réforme de l'orthographe. Et illustré par les réformes de l'orthographe. Tout ça va dans le même sens. Alors que ce soit Madame Pellerin, Madame Najat Vallaud-Belkacem, etc., qui sont des gens qui sont des robots en fait. Najat Vallaud-Belkacem, effectivement, est assez symptomatique. Et Madame Pellerin aussi. Ouais, on dirait un robot asiatique d'ailleurs qui n'a plus rien d'humain, qui semble programmé par des algorithmes ou des. Finalement, ils sont favorables à l'homme augmenté. Elles sont finalement des femmes augmentées. Et du reste, pour en finir quand même avec cette question, Arnaud. Pourquoi le Parti socialiste mérite si peu de porter encore le nom de socialiste, que Manuel Valls, qui est conséquent avec lui-même, depuis 2007, milite activement pour que ce parti change de nom. Et comme l'avait suggéré Alain de Benoît dans l'un de ses éditoriaux d'Éléments, ce parti pourrait s'appeler le Parti démocrate, par exemple. On aurait les démocrates contre les républicains. Contre les républicains, et comme ça la boucle sera bouclée. Ça serait l'américanisation intégrale de la politique française.
Thibaut Isabelle, Bruno Saint-Hélier, David Lépée, Christian Brosio, on a fait là un petit bilan sur la critique adressée au gouvernement socialiste et au Parti socialiste depuis plus d'une trentaine d'années. On n'a pas vu non plus à droite une droite véritablement se saisir de la question sociale, se réapproprier finalement les thèmes d'une certaine gauche, ou de reprendre un certain nombre de thèmes qui étaient propres à la droite sociale de la fin du 19e ou des années 30. Et on assiste de la même façon que la gauche a un ralliement de la droite dite libérale au capitalisme global. Donc droite et gauche communient aujourd'hui comme étant les deux forces qui paraissent antagonistes de façon politique, mais qui en réalité sont toutes les deux tutélisées par le capital globalisé. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il y a un mouvement de fond dans les sociétés contemporaines qui va dans le sens du libéralisme. Alors le libéralisme, c'est plus aujourd'hui l'affaire de la droite contre la gauche. C'est plus la gauche contre la droite, c'est la gauche et la droite qui s'y soumettent parce que le libéralisme impose ses formes au mode de pensée qui domine aujourd'hui dans la société, dans la culture. Les gens de gauche comme les gens de droite ne peuvent plus penser que sur un mode libéral. Ce qui permet encore de distinguer la gauche de la droite, finalement, ce sont les inflexions qu'on donne à ce libéralisme. Tous les camps ne vont pas voir le libéralisme de la même façon, vont mettre l'accent sur certains de ces aspects et vont avoir tendance à balayer d'autres aspects du libéralisme qui leur déplaisent. Par exemple, à gauche, même si au fond on est libéraux à tous les égards, on va plutôt mettre en avant la dimension morale du libéralisme. Les droits de l'homme, par exemple. Les droits de l'homme, mais aussi de la même façon, la liberté dans le domaine du choix sexuel. On a le droit d'aimer les hommes ou d'aimer les femmes, qu'on soit un homme ou une femme. Ça, c'est du libéralisme. Le sans-papierisme. Oui, parce que c'est la libéralisation du passage des frontières. Donc, il y a toute une dimension culturelle du libéralisme qui est mise en avant dans ce qu'on appelle la gauche. À droite, qu'est-ce qu'on a ? On a au fond une idéologie assez proche, mais qui va avoir tendance à mettre l'accent sur l'aspect économique du libéralisme. C'est le laisser-faire, il faut pouvoir entreprendre librement, il faut pouvoir se développer librement au niveau économique. Mais on constate que de plus en plus souvent à gauche, on se convertit progressivement au libéralisme économique et réciproquement à droite, on se convertit de plus en plus souvent au libéralisme culturel et moral. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le libéralisme moral et culturel et le libéralisme économique, dans une certaine mesure au moins, vont de pair. Plus vous libéralisez économiquement la société et plus vous laissez la porte ouverte à tous les choix de vie. Pourquoi ? Parce que si vous considérez que dans une société, ce qui compte avant toute chose, c'est la liberté du consommateur, eh bien alors pourquoi ne seriez-vous pas libre de choisir de consommer sexuellement des hommes ou des femmes ? Pourquoi est-ce que vous ne seriez pas libre de consommer les valeurs morales que vous choisissez ? Si tout est réduit à des choix de consommation, alors ça inclut non seulement au niveau économique, mais aussi au niveau moral et au niveau culturel, une libéralisation de la société. On ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Alors, Christian Brosio a parlé tout à l'heure de la deuxième gauche avec Michel Rocard, qui venait du PSU, du Parti Socialiste Unifié, mais c'était à l'époque où il était à la gauche de la gauche, et puis il s'est recentré, effectivement, il annonçait la deuxième gauche. On a aussi un exemple emblématique avec Jacques Delors, évidemment, qui est un des pères de la nouvelle gauche. La social-démocratie, dans un premier temps, a tenté de montrer qu'elle pouvait réguler certains aspects du capitalisme libéral pur et dur. Et puis, finalement, elle a rallié ce capitalisme libéral peu ou prou progressivement. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, dans les partis politiques qui demeurent, je pense au Front de gauche de Mélenchon, je pense au Front national de Marine Le Pen, voire éventuellement à Nicolas Dupont-Aignan et à Debout la République, est-ce que nous avons là des exemples de partis politiques qui vous semblent fondamentalement antilibéraux et anticapitalistes ? Et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a des velléités socialistes nationales? Il faudra reprendre tout à l'heure toutes ces expressions et réexpliquer ce que sont ces socialismes-là, mais disons d'un socialisme national qui s'oppose à cette globalisation capitaliste. Alors, oui et non. Oui, parce qu'indéniablement, il y a, à gauche comme à droite aujourd'hui, des courants d'idées minoritaires qui cherchent à s'opposer
à la fois à la mondialisation, comme vous l'avez dit, et au libéralisme économique, voire au libéralisme moral. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces formes d'opposition à la mondialisation et au libéralisme sont tout à fait différentes de ce qu'on a appelé autrefois le socialisme. Voilà, ouais. Alors oui, il y a une opposition pour ça que je parle de velléité à la mondialisation libérale, mais selon des modalités qui ne sont plus celles du socialisme du 19e siècle. Alors le paradoxe, c'est qu'il y a donc un peu de socialisme d'une certaine façon à l'extrême gauche, au front de gauche. Il y en a aussi un peu au Front National, donc à droite. Mais la contrepartie de ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, ni le Front National, ni le Front de gauche ne sont socialistes au sens du socialisme des origines et du 19e siècle. Il faut quand même dire, ça peut paraître pour certains qui connaissent bien l'histoire du socialisme évident, mais que le terme de socialisme intervient en 1840. C'est Pierre Leroux qui en est le divulgateur, et qu'il y aura évidemment toute une série de penseurs, dont Proudhon, que nous venons de citer tout à l'heure, qui seront des socialistes, et nous allons étudier ces différentes formes de socialisme. Bruno Saint-Hélier, vous êtes consultant et vous êtes particulièrement intéressé à la politique française. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans les secteurs sociaux de la société des catégories de gens qui sont plus à même de pouvoir se sentir en adéquation avec un programme qui serait authentiquement socialiste et en rupture avec la société de marché, ou est-ce que vous croyez que c'est la société dans son ensemble, comme dit Karl Polanyi, et que nous sommes passés finalement d'une économie de marché à une économie de marché et à une société de marché? Moi, je tendrais à penser qu'on est effectivement dans une société de marché. Il y a finalement très peu de réfractaires au turbo-capitalisme dont parlait Christian Brosio. Peut-être à la marge, on peut trouver des groupes qui, sur des thématiques comme celle de l'autosuffisance, de l'écologie, de la décroissance, sont en rupture. Pour ce qui est, j'allais dire, du citoyen lambda, le citoyen lambda est un consommateur, on a fait de lui un consommateur, y compris chez ceux qui se réclament à l'extrême gauche de la plus grande radicalité. On ne voit pas de vrais rupturistes, tels qu'on a pu en voir au XIXe siècle, notamment chez les socialistes utopiques. Dont Proudhon, Fourier, etc. David Lépée, vous avez écrit dans Crisis ce texte sur le socialisme face à l'idée nationale, et ça renvoie un petit peu à ce que je disais à l'instant à Thibaut Isabelle. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'un parti national comme le Front National est social, mais qu'il n'est pas socialiste? Alors, j'ai un regard extérieur, étranger, je suis un petit peu emprunté pour... En tant qu'observateur. Voilà. Alors, oui, on voit qu'il y a une inflexion sociale ou socialisante que pour ma part, je regarde avec un œil plutôt positif. Si ça pouvait être la preuve de cette dissociation entre la gauche et le socialisme, ça servirait au moins d'exemple politique pratique, parce que on a parlé de Macron, on a parlé de Valls. Il faut quand même savoir que quand des ouvrages de Valls parus il y a une dizaine d'années ou un peu plus s'appelaient très explicitement, je cite de mémoire, pour en finir avec la gauche, non, justement l'inverse, pour en finir avec le socialisme et être enfin de gauche, ce qui est l'anti-programme de Michel. Alors là, je crois que je l'ai pas lu, mais le titre, le titre dit tout. Et je disais, c'est l'anti-Michéa. Quand on en revient à cette version historique de Michéa qui me semble assez juste, c'est-à-dire à partir... Alors, il y a différentes dates auxquelles on peut faire apparaître cette mutation. Lui, il choisit l'affaire Dreyfus, c'en est une parmi d'autres, effectivement. C'est la date à partir de laquelle, finalement, sous des pressions morales, politiques, une grande partie du mouvement ouvrier... syndicaliste, anarchiste et communiste, a décidé de rallier la cause des Dreyfusards, c'est-à-dire en grande partie la cause de gauche, puisque on sait bien que cette affaire finalement ne les concernait pas selon leur propre dire, parce que tout simplement quand on a une vision socialiste, donc une vision de la société en classe, les querelles à l'intérieur d'un état-major bourgeois n'ont pas à être tranchées par ceux qui s'opposent à ce système. Mais alors justement, je vous interromps parce que la question allait un peu plus loin que
le Front National lui-même, c'était aussi de savoir si finalement ceux qui ont une prédisposition nationale ou de réappropriation ethno-nationale, populaire, etc., est-ce qu'ils ont aussi, à votre avis, par essence, une volonté d'émancipation sociale? Est-ce que c'est inscrit dans l'ADN finalement social que de pouvoir sociétalement, anthropologiquement avoir une vision traditionnelle? Par essence, je ne sais pas, quelqu'un qui se bat pour sa nation, quelle est l'idée qu'il met derrière ce terme? Finalement, est-ce qu'on peut se battre pour un peuple sans se battre pour le pays? Il y a d'ailleurs eu, il y a quelques jours, sur Boulevard Voltaire, une tribune d'Alain de Benoît qui parlait de cette droite qui aime la nation au sens très abstrait et qui n'aime pas le peuple. J'ose espérer que c'est pas cette voie-là que prend une certaine droite nationale, mais simplement en parallèle, enfin c'est-à-dire en symétrie, tous les régimes communistes ayant réellement existé, pour le meilleur comme pour le pire, ont été de fait nationaux communistes. Donc, on peut imaginer que je dis pas les partis, les mouvements d'opposition, parce que c'est un peu au moment où ils sont au pouvoir qu'on voit ce qu'ils avaient derrière la tête. Un régime patriotique dans un monde mondialisé comme le nôtre devrait forcément mettre en parallèle la protection du travail avec la recherche de limites, la recherche de frontières. Ça a toujours été le cas depuis plusieurs siècles, mais c'est aujourd'hui que ça nous apparaît avec le plus d'évidence via les flux migratoires et via la mondialisation de l'économie. Donc, et c'est la raison pour laquelle non seulement le rapport entre la gauche et le socialisme est rompu, mais l'idée même de gauche, et à mon avis l'idée même de droite, n'a plus vraiment de sens, parce que ce sont deux termes qui, dans leurs différentes constituants, se contredisent elles-mêmes, et le socialisme aujourd'hui, sauf dans certaines utopies peu réalisables, ne peut être que souverain. Alors dans cette souveraineté, on peut mettre la patrie, on peut mettre la région, on peut mettre une supra-régionalité, mais la souveraineté territoriale. Finalement, est-ce que la nation telle qu'elle est défendue par un certain nombre d'ouvriers, de paysans, de gens de classe populaire, n'incite pas à la solidarité sociale, parce que le corps national doit être relativement défendu par les classes qui sont les plus ardemment attaquées par l'extérieur? Et de l'autre côté, est-ce que effectivement ceux qui défendent les classes sociales populaires ou les classes moyennes déclassées ne sont pas aussi ceux qui auront tendance à se reconnaître dans la patrie ou dans la nation? Vous connaissez le mot de Jaurès à propos de la nation: quand il ne reste plus rien, il reste encore la patrie pour pouvoir être le référent dernier ou le référent commun d'un peuple. Voilà, pour ceux qui ont peu, effectivement. Non, c'est tout à fait ça. Un événement historique, pour prendre quelque chose de pas trop récent comme la Commune de Paris, prouve bien l'origine de l'événement Commune de Paris. C'est quand même le refus de l'armistice, le refus du désarmement par les classes populaires, ou du moins une partie de celles-ci. Et dans mon article, je fais remonter les origines de ce nationalisme social au nationalisme jacobin de la Révolution française, qui n'était pas aussi populaire qu'il est devenu par la suite, parce que il était plutôt lié à la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, mais la semence de ce que ça allait devenir était là, parce qu'en face d'eux, il y avait effectivement une aristocratie qui, elle, était internationale, non seulement dans ses intérêts, mais dans ses relations de sang. On avait la première internationale européenne, finalement, c'est pas une internationale socialiste, c'est une internationale qu'on pourrait dire réactionnaire, mais en tout cas des possédants par la voie du sang aristocratique. Mais vous montrez aussi dans Crisis que l'internationale aristocratique ou l'internationale prolétarienne, dans les deux cas, on peut être à la fois internationaliste et défendre les classes sociales partout dans le monde, et en même temps être nationaliste et défendre les classes sociales chez soi. C'est que ça n'est pas antinomique. L'internationalisme n'est pas forcément l'antithétie ou l'opposé du nationalisme. Non, dans internationalisme, comme le nom l'indique, il y a nation. C'est la grande différence qu'il faut toujours dire. L'internationalisme, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais on peut pas lui reprocher d'être un mondialisme, à moins que le mot soit complètement galvaudé. Et je pense qu'un patriote ayant une conscience de classe peut tout à fait ressentir une solidarité envers des étrangers, disons, issus de la même classe. Seulement, cette solidarité, elle va pas forcément prendre la forme d'un remplacement de population ou bien d'une concurrence sur le marché du travail qui ne profitera à aucun des deux. Ce sera simplement on peut imaginer une coopération pacifique des nations avec un primat souverain.
Alors, dans ce numéro de Crisis Socialisme, il y a un éditorial de Thibaut Isabelle, un article de Christopher Lasch, Pourquoi la gauche n'a pas d'avenir, et vous insistez beaucoup, Thibaut Isabelle, sur la dichotomie existante entre le socialisme des origines et le socialisme d'ailleurs jusqu'à une date qui n'est pas si récente que ça, et la gauche, comme on l'a indiqué tout à l'heure, et montrer en quoi la gauche et le socialisme ne sont pas forcément en osmose, à la lumière des travaux de Christopher Lasch dont vous avez publié un article, mais aussi à la lumière d'un des disciples en quelque sorte de Christopher Lasch, qui est Jean-Claude Michéa, que vous avez cité, David Lépée. Oui, tout à fait. Que la gauche ne soit pas toujours socialiste, je ne vais pas y revenir. Valls, à lui seul, suffit à le démontrer. Mais que le socialisme... Oui, mais on pourrait dire, à la limite, Manuel Valls est un exemple, une exception, mais il n'est pas représentatif des gens de gauche. Bon. Certes, mais il y a un mouvement de fond dans la gauche aujourd'hui qui rompt avec le socialisme dans toutes ses dimensions, parce qu'on va montrer que même, de mon point de vue, même l'extrême gauche telle qu'elle existe, au moins depuis les années 60-70 en France, n'est plus socialiste au sens historique du terme, mais ça ne fait plus aucun doute à propos de ce qu'on appelle le Parti socialiste aujourd'hui, qui n'a vraiment plus de socialiste que le nom. Mais au-delà de ça, ce qui me paraît le plus important, c'est de comprendre que le socialisme, historiquement, ne se situait tout simplement pas à gauche. Oui. L'affaire Dreyfus a en effet certainement joué un rôle de polarisation important en instaurant un clivage gauche-droite beaucoup plus tranché que par le passé. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le socialisme à l'origine, c'est quoi ? C'est rien d'autre que le souci d'équilibrer la société. C'est pour ça que dans le socialisme, il y a société en réalité. Et donc ce souci d'équilibrer la société contre tout ce qui peut donc menacer de l'extérieur ou de l'intérieur le fonctionnement social, ce socialisme-là n'a pas à être de gauche ou de droite. Et ça explique que par exemple, dans les années 30 en Europe, on a eu un mouvement qui se soit appelé le national-socialisme. On aurait tendance aujourd'hui à considérer que le national-socialisme, c'est un courant à la droite de l'extrême droite. Et pourtant, il se revendiquait socialiste. C'était pas une injure pour lui. On a même parlé de jacobinisme brun. Parce que tout simplement, le socialisme n'était pas du tout identifié à l'époque comme une idéologie d'extrême gauche ou de gauche. Le socialisme, c'était un certain état d'esprit. Bon. Encore une fois, au départ, le socialisme, ce n'est rien d'autre que le souci d'équilibrer la société. Et contre quoi est-ce qu'on veut équilibrer la société ? Eh bien, dans un premier temps surtout, contre un mouvement de modernisation. C'est comme ça qu'est née l'idée de socialisme. C'est Pierre Leroux qui a popularisé le terme, comme vous l'avez dit, mais en fait, le terme de socialisme était déjà assez couramment utilisé avant même Pierre Leroux, dans les pays britanniques, dans les milieux dits coopératifs. On parlait de socialisme parce qu'en fait, on voulait créer des petites sociétés équilibrées à l'intérieur d'une grande société qui nous paraissait de plus en plus déséquilibrée. Les partisans des coopératives anglaises voulaient recréer des micro-économies à l'intérieur d'une macroéconomie qui semblait de plus en plus folle. Donc en fait, le socialisme au départ, c'est un mouvement spontané, par la base, de réaction à la modernisation de la société sous le poids de l'économie, avec le développement des grandes industries, avec l'apparition des grands propriétaires terriens dans le domaine de l'agriculture, avec aussi le développement des chemins de fer, parce que le développement des transports à grande échelle va considérablement modifier à la fois le fonctionnement de l'économie et les modes de vie des populations. Et il y a beaucoup de personnes, au début du 19e siècle, qui étaient effrayées par tous ces changements, effrayées d'abord parce que des changements d'envergure, ça fait toujours peur, et puis effrayées aussi parce qu'ils étaient confrontés à tous les effets pervers de ces évolutions. Avant, quand vous aviez du travail, vous étiez un paysan indépendant, ou bien vous étiez un artisan indépendant, et puis tout à coup, on vous explique que vous allez être salarié dans une grande industrie, vous allez travailler à la chaîne, même si ce n'était pas encore le travail à la chaîne qu'on va le connaître au XXe siècle, c'était déjà un embryon du même phénomène. Dans le domaine de l'agriculture, vous ne travaillez plus vos propres terres, mais vous travaillez dans de grandes exploitations agricoles au service d'un grand patron. Il y a beaucoup de gens qui étaient indignés par ces évolutions, qui voyaient les répercussions sur leurs revenus, mais aussi sur leur mode de vie, plus encore. Et donc, ils avaient le sentiment que cette modernisation, elle était catastrophique. Face à ça, ils ont dit... Il faut qu'on résiste, il faut qu'on recrée des poches de société à l'ancienne, des poches de société plus équilibrées, et ça a donné naissance au socialisme. Alors, pour vous, le socialisme est essentiellement coopérativiste, et associatif,
un socialisme qui est communautaire, qui renvoie à l'idée d'une démocratie de base, démocratie de proximité, avec des mutuelles ouvrières, des coopératives d'artisans et toute une série une économie qui finalement est auto-centrée et une économie qui est protégée. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un certain nombre de théoriciens socialistes au XIXe siècle qui étaient des socialistes d'État ou des socialistes beaucoup plus centralisateurs ou beaucoup plus jacobins et qui n'avaient pas du tout ni l'intention de se rallier au capitalisme, ni l'intention de se rallier à la vision qui leur paraissait utopique de ces socialistes mutuellistes. Bien sûr. Historiquement, le socialisme a pris naissance, comme je l'ai dit... Je pense à Blanqui, par exemple. Ouais, tout à fait. A pris naissance essentiellement sous une forme coopérative et associative. Mais il n'empêche qu'il existait déjà des mouvements qui étaient beaucoup plus étatistes, beaucoup plus nationalistes, et ce qu'on dirait aujourd'hui beaucoup plus souverainistes. Pourquoi ? Tout simplement parce que face au mouvement de modernisation que j'ai décrit, on avait besoin d'apporter des réponses efficaces. Alors, il y en a qui disaient, voilà, puisque c'est la modernisation qui pose problème, il suffit de revenir en arrière. On va dire que c'était plutôt les partisans des coopératives. Mais il y en a d'autres qui disaient, non, c'est utopique, on ne pourra pas simplement revenir en arrière. Finalement, ces socialistes-là, les premiers, ils étaient accusés d'être presque réactionnaires d'une certaine façon. Ils voulaient revenir en arrière, mais est-ce que c'était encore possible ? Donc d'autres socialistes disaient, on ne va pas pouvoir lutter contre la modernisation de la société sans souscrire soi-même à une certaine forme de modernisme. Pour lutter contre la modernité, il faut des formes alternatives de modernité et il ne faut pas chercher à revenir en arrière. Et ces gens-là, donc, vont considérer que l'État souverain, est la meilleure arme de combat contre précisément ce mouvement de modernisation libérale qui menaçait les peuples. Et donc, on va voir émerger à ce moment-là deux mouvances au fond très proches et souvent difficiles à distinguer dans un premier temps, des mouvances qui très vite vont être influencées par la pensée de Hegel. Il va y avoir les hegeliens de gauche qui vont s'exprimer sous la forme du marxisme, et puis il va aussi y avoir des hegeliens de droite qui vont donner toute une tradition de pensée qui conduira au national-socialisme. Et au fascisme. Oui, tout à fait. Comme Giovanni Gentile, par exemple, entre autres parmi les théoriciens du fascisme. Alors, justement, Proudhon, dont vous parlez dans votre article sur le fédéralisme, l'idée fédérale chez Pierre-Joseph Proudhon, a trouvé en quelque sorte un équilibre entre d'un côté les libertés à la base qu'il faut promouvoir face à l'État omnipotent et l'autorité au sommet qui permet néanmoins de pouvoir fédérer, encadrer, structurer ces libertés. Et Charles Maurras, au XXe siècle, ou au fin du XIXe siècle, parlera aussi de ces nécessaires libertés en bas et autorité en haut. Donc on a le socialisme marxiste plutôt étatiste, même parfois un peu totalitaire et jacobin avec Blanqui, puis on a un socialisme beaucoup plus mutualiste, beaucoup plus coopérativiste, associatif à la base, mais on a aussi un socialisme qui essaye de trouver le joint entre les deux, à la fois l'autorité étatique en haut et les libertés locales et associatives en bas. Oui, alors évidemment, entre Proudhon et Maurras, les curseurs ne seront pas mis au même niveau. Non, non. Mais en tout cas, votre rapprochement est juste, et ça explique d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de Maurassiens qui se soient sentis proches de militants proudhoniens. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au début du XXe siècle, avec l'aventure du cercle Proudhon. Enfin, il y a eu vraiment des mouvements de convergence très forts entre les milieux anarcho-syndicalistes, qui étaient fondamentalement proudhoniens, et les milieux maurassiens, qui bien sûr étaient acquis à la cause du royalisme. Donc les curseurs n'étaient pas mis au même niveau, d'ailleurs souvent ces expériences ont fini par avorter à cause des dissensions, mais il n'empêche, il y a parfois des philosophies communes à la base, paradoxalement. Alors oui, Proudhon a essayé de trouver un juste milieu en quelque sorte entre l'anarchisme de ses débuts, parce que Proudhon a vraiment été la première très grande figure du socialisme. Et les 2 dernières années de son fédéralisme, d'après ce que vous écrivez. Hein. Oui, c'est vraiment sur le tard. C'est-à-dire qu'au fil de sa vie, Proudhon, qui était au départ vraiment anarchiste, s'est trouvé confronté à des frustrations, des contradictions. Il s'est rendu compte, au fond, que l'anarchisme qu'il défendait n'était sans doute pas viable. Pas viable parce que l'anarchie conduit souvent à sa négation. C'est-à-dire que si vous laissez les gens libres de faire ce qu'ils veulent, la première chose qui finit souvent par émerger, c'est un État surpuissant. Au fond, l'anarchie totale donne souvent naissance aux pires formes d'oppression. Est-ce qu'on peut dire qu'il était pour l'État et pour un certain État, mais contre le pouvoir ?
Oui, surtout, oui, si on veut bien comprendre que la conception proudhonienne de l'État ne se réduit pas à ce qu'on entend par l'étatisme dans les milieux souverainistes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Parce que, oui, Proudhon cherche un juste milieu, mais ce juste milieu, c'est en fait un dépassement des oppositions antérieures. En fait, ce que dit Proudhon, c'est que, certes, l'anarchie, en tant que telle, n'est pas souhaitable parce qu'elle conduit souvent à sa propre négation, mais l'étatisme souverainiste n'est pas souhaitable non plus parce qu'il est beaucoup trop figé. Et ce que Proudhon va permettre de penser, c'est une autre forme d'État, un État qui ne vient pas d'en haut, mais un État qui émane d'en bas. Et même par rapport aux débats actuels, je crois que c'est selon le chose... fameux principe de subsidiarité auquel on reviendra, qui n'est pas directement issu de Proudhon, dont la doctrine sociale de l'Église, Althussus avant, etc., ont été les précurseurs en quelque sorte. Oui, tout à fait, le principe de subsidiarité, mais ça va même au-delà de ça, parce que c'est une philosophie générale de vie. Si vous voulez, aujourd'hui, quand on défend le souverainisme contre la mondialisation, il y a l'idée qu'il faut mettre en place un bouclier. C'est-à-dire qu'il faut choisir un certain niveau de la vie politique qui va permettre de protéger tout ce qui est en dessous de tout ce qui est au-dessus. Alors le souverainisme, ça va souvent être un souverainisme national, mais on pourrait tout aussi bien décréter un souverainisme régional, ou bien pourquoi pas un souverainisme européen. Le souverainisme, on peut le mettre où on veut. Proudhon, lui, il sort de cette logique. Il dit, ce dont nous avons besoin, ça n'est pas d'un bouclier protecteur qui empêche ce qu'il y a au-dessus d'écraser ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il faut, c'est changer de fond en comble la manière de faire de la politique. Et pour lui, ce qu'il faut pour lutter contre le mondialisme, c'est justement avoir un mouvement qui, au lieu d'aller du haut vers le bas, va du bas vers le haut. Et ce que Proudhon est le premier à nous permettre de penser, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le localisme. C'est-à-dire le fait qu'on peut mettre en place un État, mais il faut qu'à la base de cet État, il y ait une vie locale. Ce qui compte le plus, ça n'est pas le bouclier protecteur de l'État, c'est le fait qu'on court-circuite la mondialisation parce qu'on fait entre nous, à l'échelle locale, avec ses voisins, au sein d'une communauté religieuse, au sein d'une communauté éducative, au sein du réseau associatif. Cela dit, vous n'hésitez pas dans votre texte à reprendre la terminologie que certains souverainistes reprendraient, mais pas dans l'acceptation effectivement proudhonienne, de protectionnisme. Oui. Donc de nécessaire protection de l'individu face à l'État, de la personne face à ses communautés d'appartenance, et peut-être d'un pays face aux mainmises étrangères. Mais là justement, si vous êtes souverainiste, par définition, un souverainiste, il ne reconnaît qu'un seul bouclier protecteur. Il peut défendre un souverainisme européen, ou bien un souverainisme national, ou bien un souverainisme régional. Mais si vous êtes vraiment souverainiste, alors vous considérez qu'il y a une entité politique qui vaut et les autres ne valent pas. Oui. Donc, c'est la République une et indivisible. Exactement. Et donc dans ce cas, il y a un bouclier, mais il n'y en a qu'un seul. Et bien Proudhon, ce qu'il montre, c'est que le localisme opposé au souverainisme permet de penser un protectionnisme beaucoup plus efficace. Parce qu'au lieu d'avoir un seul bouclier protecteur à un niveau politique, vous pouvez mettre en place des boucliers protecteurs à tous les niveaux politiques. Vous pouvez imaginer un souverainisme à l'échelle de l'Europe, un souverainisme à l'échelle de la nation, par exemple française, un souverainisme à l'échelle des régions, et pourquoi pas même des souverainismes à l'échelle des communes. Chaque entité communale, municipale, régionale, nationale, continentale, selon les propres règles de ses propres compétences et de ses décisions, selon les affaires qui les concernent, fait que les gens qui votent en faveur de telle ou telle mesure sont impliqués dans la vie locale, dans la vie nationale, dans la vie continentale qui est celle qui est la leur. Et si l'élection ne peut pas avoir lieu, c'est alors on remonte au niveau supérieur pour pouvoir essayer de trancher et de trouver le mode d'application possible pour décider du bien commun et de l'affaire en cause. Ça me fait penser à ce que Denis de Rougemont pouvait dire dans les années 30, lorsqu'il affirmait « Je ne suis pas pour la disparition de l'État, je suis pour qu'il y en ait à chaque étage ». C'est-à-dire ce système d'enchevêtrement dont le fédéralisme proudhonien a pu être le préfigurateur en montrant le nécessaire niveau de subsidiarité, d'échelons qui sont multipliés et non pas simplement unifiés et destructeurs. Oui, tout à fait. Et encore une fois, la pensée de Proudhon s'offre de ce point de vue des moyens qui sont beaucoup plus étendus que ceux des souverainistes. Alors j'entends les arguments des souverainistes qui disent nous avons besoin d'un bouclier protecteur contre la mondialisation. Je leur donne raison.
Mais ce que je leur dis, c'est que lorsque vous défendez un souverainisme national, eh bien, vous ne défendez qu'une forme de protection, alors qu'on pourrait en imaginer plusieurs. Et si vous arguez de l'efficacité de votre doctrine, moi, je vous dirais, eh bien, un système qui mettrait en place une multitude de boucliers protecteurs serait d'autant plus apte à lutter contre le mouvement de la modernité mondialisatrice. Oui, d'ailleurs, c'est la même question sur les langues régionales. Quand les souverainistes disent que les langues régionales risquent de faire le jeu du mondialisme contre la nation française, on est en droit de leur dire, mais si demain la langue française est de plus en plus délitée, comme c'est le cas aujourd'hui, on ne fera plus défendre la langue française au prétexte que celle-ci est résiduelle. Si on défend les langues régionales, la petite langue, il faut défendre aussi la langue française, la grande langue, comme on défend la petite patrie locale et la grande patrie nationale. Bien sûr. Oui. Et prenez la question, par exemple, Arnaud Montebourg, il n'y a pas très longtemps, défendait encore l'idée d'un protectionnisme européen. Moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Mais si vous défendez un protectionnisme national, vous allez dire « Ah oui, mais non, le protectionnisme européen, c'est une mauvaise chose. » Pourquoi ? Je pense que les deux peuvent parfaitement coexister et ils se renforceront d'autant plus. Sauf, Thibault Isabelle, que ça peut être le cas d'un point de vue théorique. Mais du point de vue pratique de la Commission de Bruxelles, de la construction européenne actuelle, est-ce que ça n'est pas utopique de penser un protectionnisme européen lorsque l'Europe est le cheval de Troie du mondialisme américano-centré ? Bien sûr, mais pour quelle raison ? D'abord parce que, comme vous l'avez dit, d'un point de vue idéologique, les autorités européennes sont acquises à la cause de la mondialisation, mais en outre parce que la construction européenne s'élabore au fond selon le modèle du souverainisme. Pourquoi ? Parce que plus on donne aujourd'hui de pouvoir à la communauté européenne, et plus cette communauté européenne s'institue comme un État-nation au-dessus des autres États-nations. C'est-à-dire que justement, cet État-nation s'impose comme une entité politique qui broie les entités politiques qui sont sous sa juridiction. Or, précisément, le principe du fédéralisme proudhonien, c'est qu'une entité politique supérieure n'écrase pas les autorités politiques intérieures, mais s'y ajoute. Ce n'est pas une substitution, c'est une addition. Et donc, la communauté européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, avec son technocratisme, c'est une mise en avant. Son jacobinisme et son mondialisme. Ouais. Elle additionne vraiment tous les défauts. Mais c'est tout simplement parce que c'est le fondement de l'idée nationale. Au fond, la communauté européenne applique à l'échelle du continent européen ce que l'État-nation a souvent appliqué à l'échelle de la France. On est passé de la région à l'État-nation centralisé, de l'État-nation centralisé à l'État unifié mondial. Exactement, et bientôt on aura une ONU qui jouera le même rôle technocratique que la communauté européenne. Alors, une remarque d'un auditeur, le terme de socialisme national a été créé par Barès en 1902 dans Scènes et doctrines du nationalisme. Vous confirmez, Bruno Potier ? Ça a été créé plus exactement en 1898, Ouais. où il a utilisé le terme socialisme national. Avant, il parlait de socialisme révisionniste, Ouais. puisqu'en fait, il s'agissait de revoir les mécanismes institutionnels de la République opportuniste, entre autres le parlementarisme, l'immobilisme, et il y avait une attente derrière de démocratie directe. Alors, voilà. Seconde remarque, Constanzo Preve a fait l'éloge du chapitre consacré à Sarkozy dans « Pour que vive la France », écrit par Marine Le Pen en 2012, où l'on peut lire l'esquisse d'une véritable généalogie du capitalisme libre-échangiste quand elle évoque ce qu'est Nicolas Sarkozy. Elle avait lu Michéa, elle avait lu un certain nombre d'auteurs anticonformistes, d'économistes alternatifs au système marchand capitaliste. Donc il n'est pas tout à fait étonnant que pour se démarquer de Sarkozy et de son libéralisme, elle est allée trouver les théoriciens et les économistes qu'il fallait à cette époque dans son livre. Oui, si vous Je ne crois voulez... pas qu'elle soit allée lire Prévé, mais... Je ne pourrais pas vous dire quelles sont ces lectures de chevet, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, dans l'évolution du Front National ces derniers temps, quelque chose qui, à certains égards, pouvait évoquer ce vieux socialisme par les rapprochements inattendus qui se sont opérés, et inattendus en tout cas dans le contexte actuel. C'est quelque chose qui s'était oublié. Dans les années 30, il était courant que des auteurs passent de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême gauche à l'extrême droite, tout simplement parce que ces idéologies, quoique tout à fait différentes, avaient des zones de porosité qui étaient beaucoup plus évidentes à l'époque qu'elles ne peuvent l'être aujourd'hui. Alors Bruno Satellier, Thibault Isabelle nous a bien montré en quoi le socialisme et la gauche n'étaient pas équivalents, en quoi le socialisme
contenait à la fois un élément conservateur au sens positif du terme de conservation d'un héritage d'un peuple et en même temps révolutionnaire par sa volonté de transformation radicale d'une société. Il n'est certes pas de gauche, il n'est peut-être pas non plus de droite, mais il n'empêche que s'il y a un certain nombre de gens qui ont été classés à tort à gauche et qui se sont réclamés à juste titre du socialisme, il y a aussi des gens qui se sont réclamés de droite ou qui font partie de ce qu'on appelle génériquement et peut-être parfois un peu abusivement la droite ou étant à droite, à défaut d'être de droite, etc., qui se sont réclamés du socialisme. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les premiers théoriciens, écrivains, penseurs qui ont manifesté un socialisme qui pouvait être en adéquation avec ce socialisme des origines dont nous parlaient tout à l'heure à la fois Thibaut Isabelle et David Lépée? Oui, alors je crois que le grand moment où ce on pourrait appeler l'ultra-gauche et l'ultra-droite se réunissent pour la première fois, c'est au moment de Boulanger. En la suite de la Commune, où un certain nombre de boulangistes, de blanquistes, etc., dont vous avez parlé, rejoignent des gens qui se définissent plutôt à partir de valeurs de droite. Il y a de grandes figures. Bon, la figure la plus emblématique étant celle de Maurice Barrès, donc député boulangiste, qui va fonder... je ne parle pas de Boulanger, qui était un personnage assez falot et qui a fini sur la tombe de sa maîtresse. Ça, ce n'est qu'un accident de l'histoire. Mais il y a Maurice Barrès qui est un homme de droite au sens où il passe du culte du moi au culte du nous. On peut pas en faire un homme qui serait le compagnon de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, si vous voulez. C'est un esthète, c'est un dandy, mais c'est un homme qui, avec beaucoup de conviction, beaucoup d'énergie, va tenter de faire un front commun qui va des blanquistes aux fédéralistes, y compris une partie des marxistes qui étaient les guédistes de l'époque, en se réclamant... Circonstanciellement, mais néanmoins frontalement et politiquement. Mais en se réclamant d'un socialisme anti-matérialiste. Barrès appelait les marxistes le parti du ventre. Donc on a une anthropologie derrière qui est que l'homme n'est pas uniquement une cellule économique comme les marxistes le disent, mais est un être complet avec des aspirations spirituelles. Donc c'est la première grande figure. Ensuite, il y a une autre figure beaucoup plus controversée qui est un petit peu postérieure, qui est celle d'Édouard Drumont. Édouard Drumont étant au départ un bonapartiste, un journaliste qui... en partant, j'allais dire, d'attaques très directes contre les Juifs à l'époque, parce que c'était un antisémite presque obsessionnel, on va dire, petit à petit est arrivé à un anticapitalisme économique où lui-même se réclamait d'une grande proximité avec les anarchistes. Alors notamment. Juste une petite question, est-ce que ça n'est pas parce qu'il était anticapitaliste qu'il est devenu antisémite? Parce que là, vous avez l'air de dire que c'est parce qu'il était antisémite qu'il est devenu anticapitaliste. Le rapport de cause à effet n'est pas tout à fait le même. Oui, alors je dirais qu'il y a un petit peu des deux. Je pense que chez lui, il y a une interaction et des préjugés raciaux, mais ce qu'il faut comprendre avec Édouard Drumont, c'est qu'on est dans un contexte qui suit la grande défaite de 1870, donc il y avait un climat très paranoïaque par rapport aux espions allemands, puisqu'on l'a vu pendant l'affaire Dreyfus, et j'allais dire les Juifs, malheureusement pour eux, étaient un peu les victimes toutes désignées pour être considérés comme des traîtres. Voilà. Donc, ce qui est important de voir chez Drumont, c'est que petit à petit, il évolue vers une forme de socialisme national qui se détache de ses obsessions antisémites et qui s'en prend aux conservateurs,
c'est la fin d'un monde. Et à la bourgeoisie plutocratique. Et à la bourgeoisie plutocratique, y compris lui-même qui était catholique, s'en prend aux évêques. Alors chez les socialistes nationaux, il y a aussi l'aventurier assez intéressant et assez iconoclaste, le marquis de Morès. Ah oui, alors le marquis de Morès, sur lequel les auditeurs connaissent bien, notre ami Alain Sanders a écrit un livre qui s'appelle Marquis de Morès, un aventurier tricolore. Figure qui a été compagnon de chambrée de Charles de Foucault. Compagnon de chambrée de Charles de Foucault, qui dans le Dakota du Nord a créé des ranchs, s'est battu en duel avec Theodore Roosevelt, qui ensuite a voulu, c'est comme ça qu'il est mort d'ailleurs, il a souhaité reprendre les colonies anglaises. Il a été tué par les Touaregs, mais entre-temps, il a été le chef des bouchers de la Villette. Et c'était un personnage haut en couleur qui s'est beaucoup battu en duel, mais qui lui-même se réclamait du socialisme révolutionnaire. Alors, David Lépée, Christian Brosio, et on revient ensuite à Bruno Satellier. Marquis de Morès, dont Barès parle justement un très beau texte dans ses scènes et doctrines du nationalisme. Et je pense qu'il faut... C'est un très bon exemple de Barès, parce que quand on a lu ce livre, qui a d'ailleurs été réédité l'an passé chez Contre-Culture, on ne peut plus décemment classer Barès à droite, parce qu'il y a non seulement des textes très intéressants sur le socialisme, mais également justement sur le fédéralisme. Et le fait qu'il ait été ce compagnon de route, et finalement peut-être même le seul intellectuel, peut-être on va dire intellectuel organique du boulangisme, est assez révélateur, parce que le boulangisme, en fait, historiquement, selon certains historiens, serait le moment où la droite défaite, ou en tout cas sceptique, a compris que la question nationale pouvait être un enjeu politique, l'a compris de manière très opportuniste, bien sûr, mais non pas que le boulangisme fût de droite, je ne pense pas qu'il l'était, il échappait à cette dichotomie, mais les spectateurs de droite se sont dit, ah, maintenant, quelque chose a changé, depuis la guerre de franco-prussienne, depuis la commune, depuis le boulangisme, il faut s'en emparer, alors qu'avant c'était plutôt lié au souvenir de la Révolution française. Mais ce sont des exemples intéressants, parce que, comme l'a très bien dit Thibaut Isabelle, il y a le socialisme, souvent lorsqu'il s'est présenté, et aujourd'hui encore, même si aujourd'hui c'est plus difficile à voir, se présente en réaction à une forme de modernisation. Et ça paraîtra peut-être étrange à de nombreux auditeurs, mais en fait, ça redevient de plus en plus explicite depuis quelques années, notamment à travers le langage médiatique, car la presse, qu'elle soit de gauche ou de droite, suit quand même ce programme libéral, et sous l'impulsion de certains ministres, de certains hommes d'affaires, il faut vraiment étudier le vocabulaire. On parle de réformes, qui sont en général des réformes libérales mises en place par le gouvernement, et ensuite on parle d'opposition à ces réformes, on parle de syndicats qui traînent la patte, qui font. Il y a tout un vocabulaire. On parle de conservatisme, en fait, tout simplement. Et c'est intéressant de voir, par exemple, que dans l'évolution des structures économiques, et pas uniquement en Occident d'ailleurs, quand un secteur, par exemple, de l'économie est libéralisé, est privatisé, les journalistes, spontanément, non pas par idéologie, parce que je pense que ça les dépasse, mais par réflexe pavlovien, vont dire, ah ben tiens, par exemple, je pense à l'exemple de quand M. Koizumi, l'ancien Premier ministre japonais, avait libéralisé la Poste, il s'est trouvé des journalistes pour dire, ah, la Poste japonaise est déjà libéralisée. Pourquoi ce déjà ? Tout est dans le déjà. Ou bien, ah oui, mais alors tel autre secteur est encore un secteur public. Et ça prouve bien qu'il y a un sens de l'histoire, une téléologie libérale auquel tout le monde réagit, y compris les gens de gauche, et que oui, comme on le disait avant, le socialisme est une manière de freiner, ou mieux, j'espère, de réagir à ces tendances modernes antisociales. On peut se dire aussi que face au capitalisme absolu, pour reprendre l'expression de Costanzo Preve, c'est-à-dire un capitalisme qui n'est plus autonome, comme le proclamait Marx, mais un capitalisme hétéronome, c'est-à-dire dont dépendent toutes les structures de la société. À partir du moment où ce capitalisme touche tous les individus, toutes les corps constitués, les communautés, les peuples, effectivement, seul un socialisme assez radical peut essayer de tenter de s'opposer à celui-ci, parce que sinon il dissoudra tout ce que le corps social peut être dans la société. Il y a donc une véritable prise en compte dans le constat de Prévé, dans le capitalisme absolu, de ce capitalisme qui finalement est devenu complètement absorbant et complètement viral. Finalement. Oui. Le socialisme est appelé à créer effectivement des niches de résistance, mais forcément de manière transversale et
anti-système, puisque le libéralisme est un phénomène total, global, donc systémique. Alors vous êtes bien sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Au micro, Arnaud Guyot-Janin pour ce libre journal des enjeux actuels. Sont présents dans le studio Thibaut Isabelle, David Lépée, Christian Brosio et Bruno Saint-Hélier. Je sais que Christian Brosio voulait intervenir ou rebondir sur ce que disait peut-être Bruno Saint-Hélier. Simplement rebondir sur le boulangisme, juste une petite anecdote que j'aime bien rappeler, parmi les personnalités très diverses et parfois hautes en couleur qui gravitaient autour du mouvement boulangiste, j'aimerais évoquer le souvenir, on a évoqué le marquis de Morès, et évoquer également le souvenir d'une grande dame qui était la duchesse d'Uzès, qui était royaliste, légitimiste, qui défendait la place de la femme dans la société, mais pas comme certaines féministes. Néanmoins, elle se battait contre justement le travail des femmes dans les usines, etc. Elle était sociale et féminine. Et féminine. Néanmoins, elle était très sportive. Bon, elle conduisait des automobiles. Elle prenait elle aurait sauté en parachute si elle avait pu sauter en parachute. Une Amazone. Une Amazone extraordinaire, très anticonformiste, et qui était la grande amie de Louise Michel. Voilà. Il faut toujours rappeler. Louise Michel étant elle-même devenue un soutien du général Boulanger. Tout à fait. Et ce qu'on souligne rarement. Et monté sur scène, enfin sur les planches d'un meeting avec le marquis de Morès. Ouais. Voilà, en 1890. Il y avait beaucoup de femmes autour du général. Il y avait Séverine, la secrétaire de Séverine, bien sûr. Alors continuons un tout petit peu notre liste, si j'ose dire. Tout à l'heure, Thibaut Isabelle parlait du cercle Proudhon et de ce qui avait existé au début du XXe siècle, que Maurras avait laissé faire parce qu'au départ, il n'était pas très très chaud. Et puis, il a fini par céder et accepter que ce cercle existe. Maurras ne disait-il pas le socialisme libéré de l'élément cosmopolite et démocratique peut aller au nationalisme comme un gant bien fait à une belle main. Et on retrouve dans le dictionnaire politique et critique de Maurras de nombreuses entrées socialisme où celui-ci se réclame d'un socialisme aristocratique et d'un socialisme enraciné. Alors, c'est tout à fait exact. Après, Maurras a envoyé, il avait, je dirais, presque un envoyé spécial qui a été Georges Valois, qui scrutait à la loupe ce qui se passait chez les syndicalistes révolutionnaires. Édouard Berthe aussi. On a souvent... Disciple de Sorel. On a souvent discuté, mis en cause la réalité du socialisme de Maurras. En tout cas, ce qui est certain pour ce qui concerne Maurras, c'est que cet homme avait une vision de la nécessité d'une unité du corps social dans la diversité. Voilà. La question importante, me semble-t-il, c'est d'arriver à comprendre pourquoi les syndicalistes révolutionnaires dont vous parliez tout à l'heure peuvent à ce moment-là se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite. Je crois qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'il se passe aujourd'hui, à savoir que finalement les syndicalistes révolutionnaires, un certain nombre d'anarchistes, de socialistes proudhoniens, etc., notamment après l'affaire Dreyfus, se trouvent face à des radicaux qui font quoi? Ils font de l'idéologie, ils font du sociétal, ils font de l'anticléricalisme, oui. Ils font de l'école laïque, de l'anticléricalisme. Ferry plutôt avait fait du colonialisme, et à ce moment-là, la frange la plus radicale du mouvement ouvrier dit « mais vous êtes bien gentils ». Vous êtes bien gentil, mais quand est-ce qu'on fait des réformes sociales? Vous nous vendez la République, vous nous vendez la démocratie, mais finalement... pour ceux qui ont... Sorel avait soutenu Dreyfus. Pour ceux qui ont soutenu Dreyfus... Comme Péguy, d'ailleurs. Ou comme Péguy, ils ont dit, mais on nous a vendu la République, la défense de la République, mais au final, on arrive à rien. On arrive à rien, sauf à des diversions comme l'anticléricalisme. Et on peut faire un parallèle, effectivement, avec ce qui se passe aujourd'hui avec les pseudo-socialistes qui font du sociétal, du mariage gay, tout un tas de trucs, mais qui, au niveau social, ne font rien pour les catégories les plus défavorisées. Alors on a cité Péguy. Péguy se réclamait aussi du socialisme, d'un socialisme un peu mystique,
socialisme français. Est-ce que c'est une figure qui peut être intéressante à étudier de ce point de vue-là, étant donné qu'il a écrit quand même son livre fameux L'argent, et puis L'argent suite? Oui, enfin, moi je pense que Péguy est, j'allais dire, est un pont, une arche à l'entrée du XXe siècle. C'est un monument incontournable qui a inspiré énormément de penseurs, notamment parmi les personnalistes, les non-conformistes des années 30. Le gouvernement de Vichy a essayé de le récupérer assez maladroitement, mais Péguy est le français par excellence. Avec tout, vous parliez tout à l'heure, Thibaut Isabelle, j'allais dire de la dialectique, des dialectiques permanentes entre autorité, liberté, etc. Péguy réunit en lui tout. Il réunit l'amour de l'ancienne France, il réunit l'amour de la République, la justice sociale, la religion. C'est un personnage absolument complet. Mais est-ce qu'on ne retrouve pas aussi ça un peu chez Bernanos, hormis la République? Alors, oui, c'est-à-dire ce qui est séduisant. Parce qu'il se revendique aussi d'un certain socialiste traditionnaliste. On retrouve ça chez Bernanos. Bon, Bernanos avait pris comme père spirituel Drummond. Oui. Il lui a même dédicacé un livre qui s'appelle La Grande Peur des Bien-Pensants. Voilà, La Grande Peur des Bien-Pensants. Et Bernanos est un homme qui a fait partie des dissidents de l'Action française quand, après la guerre, l'Action française est devenue peu ou prou conservatrice, et lui est resté fidèle, j'allais dire, à tout ce qui relève des solidarités organiques. Mais ce qui me paraît intéressant à souligner, qu'on dit assez peu, c'est qu'en fait, c'est pas tellement l'Ancien Régime que des gens comme Bernanos ou Drummond défendent, c'est plutôt la monarchie féodale, c'est-à-dire l'idée qu'à un moment il y a eu une organisation relativement équilibrée et que le roi n'était pas un despote oriental comme pouvait l'être Louis XIV sous l'Ancien Régime, mais c'était le primus inter pares. Drummond dit dans un de ses livres, finalement, les rois de France, autrefois, ils couchaient avec leurs barons. Il y a des pages de Drummond là-dessus, au sens, évidemment... À l'époque du Moyen-Âge. Voilà, ils dormaient dans la même chambre, on est d'accord, il n'y a rien de sexuel là-dedans, mais ce sont les rois de baronnage dont parlait Péguy, qui finalement, comme les rois germains, comme les rois celtes, étaient très proches, voilà, de leur... on peut même pas parler d'administrés, de leur père. Christian Brosio. Vous avez mille fois raison. Il voulait en fait refonder la royauté. Et on retrouve cela d'ailleurs dans le mouvement royaliste, une fraction du royalisme légitimiste au XIXe siècle. Je dis bien une fraction parce qu'il y avait vraiment différentes fractions, mais la fraction la plus intéressante, la plus politique, et notamment dans une certaine mesure le comte de Chambord, qui parlait de reprendre le grand mouvement de 1789 avant que celui-ci ne dévie, bien entendu. C'est-à-dire que dans son esprit, et c'est un peu l'esprit de Maurras aussi au début, il ne s'agit pas d'un retour du tout à l'Ancien Régime, c'est de refonder un système, de refonder avec le roi, mais en redonnant la parole aux corps intermédiaires et en corrigeant précisément en corrigeant tous les abus qui s'étaient accumulés au cours des deux derniers siècles de l'Ancien Régime. En fait, donc c'est quelque chose de nouveau qu'il propose. D'où le fait qu'il n'y ait pas d'antinomie finalement entre la recherche socialiste, enfin entre les différentes pistes que le socialisme pouvait offrir, et la fondation ou la refondation d'une monarchie ou d'une royauté renouvelée. En fait, c'est la volonté de retrouver les valeurs aristocratiques et les valeurs populaires et les opposer aux valeurs bourgeoises. Tout à fait. L'aristocratie et le peuple contre la bourgeoisie prédatrice. Oui, c'est la dialectique même du cercle Proudhon, cette réconciliation. Alors, on va pas citer Bruno Saint-Hélier parce qu'il y aurait beaucoup d'autres cas, Brasillac, Bardèche, Drieux-La Rochelle. On pourrait citer un nombre incroyable d'écrivains, de théoriciens classés à droite, à défaut d'être de droite, et qui se sont réclamés du socialisme, à commencer
quand je citais Dry La Rochelle par son livre Socialisme fasciste, etc. On pourrait parler des gens qui ont été dans la résistance, dans la collaboration, qui se sont réclamés aussi d'un socialisme national. Mais il y a quand même un cas qui est frappant, David Lépée, en Allemagne, quand ce qu'on a appelé la révolution conservatrice allemande commence à fleurir. Dans les années 20, Arthur Moller-Wodenbrock, qui est un jeune conservateur opposé au national-socialisme qui va naître plus tard et qui s'oppose déjà à Hitler, dit chaque peuple a son propre socialisme. Il voit donc le socialisme comme véritablement une anthropologie, comme une communauté du peuple allemand en l'occurrence. Et on retrouvera ça dans le socialisme allemand de Werner Sombart, qui est également un jeune conservateur anti-nazi, etc., etc., etc. Oui. Il y a Socialisme et prussianité de Oswald Spengler. Il suffit même parfois de citer les titres. Alors après, évidemment, il faut voir ce qu'il y a dedans. Mais enfin, disons que le socialisme allemand ne rebute pas de jeunes conservateurs allemands qui sont plutôt aristocrates, traditionnalistes et qui voient le socialisme d'un bon œil. C'est d'ailleurs drôle parce que Müller-Vandenbroek parlait de soldatisme, non pas pour parler du socialisme allemand, mais du bolchevisme qu'il observait avec une certaine sympathie et qu'il décrivait. Ah voilà, je vais m'offrir le luxe d'une citation. Voilà, chaque peuple a son propre socialisme. Les Russes ont justifié cette pensée. En Russie, le socialisme de la Révolution a donné naissance à un nouveau soldatisme et il marche dans les régiments rouges. Donc là, il s'agit d'une admiration pour un socialisme étranger qui n'est pas exportable mais qui l'intéresse. L'instinct qui pousse les va-nu-pieds russes le long de la Volga et du Dniepr dans le rêve et l'inaction est passé de l'homme aux masses et cet instinct se nourrit maintenant de vagabondage et de conquête. C'est le retour d'un phénomène russe que de voir cette volonté qui mène supérieurement le mouvement s'asseoir au Kremlin des tsars blancs et avoir la tête d'un despote barbare. Ses gardes sont des Asiatiques et ses estafettes des Chinois. Alors bon, il y a une manière très littéraire, très ethnodifferentialiste et poétique de présenter ça, mais une grande partie de ce qu'on a appelé le mouvement national bolchevique allemand, qui a été d'ailleurs un des mouvements qui a été les premières victimes de la répression hitlérienne, dont Nikisch faisait partie, dont Nikisch évidemment, d'abord, tout à fait. Avant. En même temps, c'était des gens qu'on pourrait qualifier d'identitaires puisqu'ils souhaitaient une révolution conservatrice ou un socialisme allemand, mais qui étaient très fascinés par ce qui se passait en Russie. Et d'ailleurs, il y a un terme à l'époque dans le vocabulaire allemand qui disait L'Ostorientierung, avoir le regard tourné vers l'Est. Ça revient d'ailleurs aujourd'hui pour d'autres raisons, mais c'est vrai qu'il y avait une fascination mêlée de sympathie pour le bolchevisme, qui évidemment a été ensuite tout à fait réprimé quand les nazis sont arrivés au pouvoir. Otmar Spann, le théoricien du corporatisme allemand, s'est aussi réclamé du socialisme corporatif, en symbiose avec le corporatisme d'association tel qu'il était pratiqué au Moyen-Âge. Donc on est vraiment là en présence de très nombreux jeunes conservateurs, voire de nationaux bolcheviques, de nationaux révolutionnaires, qui se réclament du socialisme, de la nation et du peuple. Fascination, oui, pour rebondir sur ce que vient de dire David Lépée, fascination pour l'expérience qui se faisait en Russie, même une certaine fascination pour le bolchevisme, c'est une traduction d'une fascination beaucoup plus profonde, je pense, pour la Russie. Qu'on retrouve, qui est une tradition prussienne, qu'on retrouve, qui est un tropisme prussien. D'où le livre de Spengler. D'où le livre de Spengler, et qui est une tradition un peu géopolitique prussienne, et que l'on retrouvait chez Bismarck. Hitler, évidemment, allait rompre totalement cela, puisque... d'où le livre de Nikisch. En fait, Hitler une fatalité allemande. Mais Hitler, c'est un occidentaliste. Oui, il est russophobe, anglophile, et finalement, il ne rêvait que de faire alliance avec l'Angleterre, donc avec les thalassocraties. Donc c'est un occidentaliste. Alors, il y a dans le numéro de Crisis un article intéressant de Luc Powells sur Henri Demand, un socialiste atypique. Henri Demand est un socialiste flamand, socialiste à la fois, un socialisme un peu particulier, socialiste à la fois planiste et en même temps un socialiste fédéraliste. C'est-à-dire qu'il envisage le plan comme par rapport à une économie dirigée, cette économie dirigée n'étant pas une économie étatisée,
comme l'économie collectiviste pourrait l'être, une économie qui dirige, qui donne les grandes directions et qui se trouve corporée ou se trouve mutualisée à la base. C'est un article qui, en général, c'est un article intéressant parce que Henri Demand est une figure assez largement méconnue. Il a écrit un livre qui s'appelle Au-delà du marxisme, que pratiquement personne n'a lu, et qui est un personnage intéressant. Ce qui est surtout intéressant, je trouve, chez Henri Demand, c'est son caractère exemplaire. Exemplaire parce qu'il mélange tout un tas de mouvances apparemment différentes du socialisme, mais qui en fait se sont combinées à des degrés divers chez la plupart des grands auteurs socialistes. C'est ça. Depuis tout à l'heure, on évoque des socialistes plutôt considérés à gauche, des socialistes plutôt considérés à droite. Il en fait il récapitule et il synthétise. Oui, mais cette synthèse, elle nous montre aussi une chose, c'est que bien sûr il y a des différences entre différentes formes de socialisme, mais au fond, chez tous les socialismes, il y a d'abord un questionnement commun. Et ce questionnement fait que tout le monde tourne toujours un peu autour des mêmes réponses et des mêmes problématiques. On parlait de Proudhon, qui est l'un des fers de lance de l'anarchisme. On le comparait à Charles Maurras, qui est un des fers de lance du nationalisme, ce qui est en théorie le plus opposé à l'anarchisme. On disait à quel point finalement il y avait entre Mais il était monarchiste aussi. Or il disait la monarchie c'est l'anarchie plus 1. Ouais. Tout ça pour dire que finalement il y a des différences dans le placement du curseur, mais quand même chez tous ces gens on voit des aspirations communes. Et Demand, il symbolise ça. Il symbolise le fait que, avec parfois même une certaine... Alors, je veux pas attaquer Demand parce que c'est un auteur qui avait aussi beaucoup de qualités, mais parfois même une certaine incohérence ou un certain flou doctrinal. On comprenait pas toujours comment il faisait pour concilier certaines choses. Mais ça, c'est présent à des degrés variables chez tous les socialistes, de gauche, de droite, fédéralistes, étatistes, etc. Il y a une aspiration commune. Et c'est ce qui explique aussi que si souvent chez les socialistes, de gauche ou de droite, il y a eu des tentatives de rapprochement, notamment lors des périodes de crise, dans les années 30 par exemple. C'est quelque chose qui a été extrêmement récurrent. Et pourtant, on constate aussi que ces rapprochements n'ont jamais pu tout à fait aboutir. Si les socialistes de gauche et les socialistes de droite, si les socialistes anarchisants fédéralistes et les socialistes étatistes nationalistes avaient réussi à un moment de l'histoire à s'associer, eh bien peut-être qu'ils auraient pu prendre le pouvoir, former d'une certaine façon une majorité. Mais ils n'ont jamais pu le faire. Alors est-ce que c'est souhaitable qu'ils le fassent ? Je ne sais pas, parce que je me dis, s'ils n'ont jamais pu le faire, il devait y avoir des raisons au fond. Quelque chose qui faisait qu'ils n'ont jamais réussi à s'entendre. Mais il y a toujours eu cette aspiration commune, paradoxale, qui peut déconcerter aujourd'hui. On peut avoir le sentiment que l'extrême gauche et l'extrême droite doivent toujours rester séparés. Le socialisme montre que c'est plus compliqué que ça. Il y a des points de rapprochement, et puis il y a aussi des différences de sensibilité qui font que ces points de rapprochement ne suffisent pas. Alors, ça fait réfléchir sur l'histoire des idées, et puis aussi sur le devenir de notre civilisation, parce que quand même, un rapprochement qui aurait pu aller jusqu'au bout de lui-même aurait certainement pu accomplir des choses qui n'ont pas pu être faites au cours du XXe siècle. Alors dans le cadre de notre tour d'Europe du socialisme, cher Bruno Saint-Hélier, il y a aussi le cas de la phalange espagnole de José Antonio Primo de Rivera et surtout du national-syndicaliste Ramiro Ledesma Ramos, qui sont aussi des socialistes nationaux, des socialistes qui plaident pour l'Espagne traditionnelle et en même temps pour une justice sociale accomplie. Oui, dans un contexte très particulier où l'Espagne était, j'allais dire, sous la coupe des grands propriétaires, l'Église ayant un poids considérable, pas uniquement dans les mentalités, mais aussi au niveau économique. Et c'est certain qu'il y avait chez José Antonio et Ramiro Ledesma Ramos une volonté très rupturiste d'arriver à un système de justice sociale. Alors, c'est une discussion que nous avons déjà eue, Arnaud. Qu'en serait-il advenu si Primo de Rivera n'avait pas été abattu ? Parce que une des questions qui se posent avec les socialistes nationaux, c'est que souvent, ils finissent au centre. On l'a vu avec Barrès, on le voit avec Maurras, on l'a même vu avec Drummond aussi, qui est devenu un peu un démocrate chrétien sur la fin. Bon, c'est pas le cas de tous. Hein. Des Roulèdes. Des Roulèdes. Mais des Roulèdes n'a jamais été vraiment socialiste. C'était un cocardi. Pas dans les termes, mais oui. Donc, oui, c'est un...
Très bel exemple, l'Espagne, avec quelque chose de très ibérique qui est on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Maintenant, vous voyez l'avenir de la phalange après. Ça a été Manuel Hedilla qui a essayé de ressusciter la phalange historique, qui elle-même avait été totalement récupérée par les forces franquistes. Par le mouvement, Ce qui n'était pas le cas d'Hedilla, qui a été mis en prison, embastillé par Franco. En revanche, le numéro 4 de la phalange espagnole, Rafael Sanchez Mazas, pouvait dire « Nous sommes les seuls en Espagne qui défendront les cathédrales de notre enfance comme le syndicat national des électriciens ». C'est un bon exemple là aussi de volonté de catholicisme, de socialisme national et de traditionnalisme. Peut-être d'ailleurs que José Antonio, s'il avait vécu, peut-être, enfin on peut tout imaginer, mais peut-être aurait-il fini également en prison. Oui. Et sous Franco. Oui, sous Franco, bien sûr. Oui, sous Franco, bien sûr. Alors, plusieurs messages d'auditeurs, et notamment d'une auditrice. Vous avez par 2 fois fait référence à l'affaire Dreyfus. Pourriez-vous un jour, sinon ce soir, Monsieur Guyot-Janin, nous dire votre opinion sur l'ouvrage de Jean-François Degnaud se rapportant à cette affaire lié à un problème de secret militaire. Alors, écoutez, je peux en parler, mais peut-être que Christian Brodiot peut en parler. Non, parce qu'il faudra en parler pendant des heures. Et l'affaire Dreyfus, alors je n'ai pas lu le livre de Jean-François Degnaud, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai pas mal étudié, disons, l'affaire Dreyfus, et plus on étudie l'affaire Dreyfus, moins on y comprend quelque chose. C'est une affaire extrêmement complexe, bien sûr, c'est une affaire de service secret, ça c'est clair, mais comme toutes les affaires de service secret, c'est une affaire extrêmement complexe. Voilà, donc on pourrait en parler pendant des heures, mais cette auditrice a l'humour. Elle ajoute le bureau des secrets perdus. C'est comme Espion, lève-toi, cher Arnaud, d'Yves Boisset, qu'on regarde, et plus on regarde, qu'un film magnifique, mais on est pas toujours très sûr de comprendre la fin. Ainsi qu'un papillon sur l'épaule de Jacques Deray. Ainsi qu'un papillon sur l'épaule, voilà. Alors, encore un message d'auditeur. Messieurs, quand vous parlez de turbocapitalisme, dites turbocapitalisme d'État. Pareil pour les entreprises capitalistes d'État du CAC 40. Là, j'ai du mal à comprendre le message de l'auditeur. Je comprends pas. Répétez. Quand vous parlez de turbocapitalisme, dites turbocapitalisme d'État. Pareil pour les entreprises capitalistes d'État du CAC 40. Alors, le turbocapitalisme n'est pas un turbocapitalisme d'État, et les entreprises du CAC 40, à ce que je sache, ne sont pas des entreprises d'État. Ah non, le capitalisme d'État, c'était le communisme. Oui, c'était le communisme. Mais là, en l'occurrence, c'est le capitalisme privé actionnarial. D'ailleurs, à propos de communisme, on parlait de la droite tout à l'heure, enfin de la droite actuelle, et dans les réactions de droite vis-à-vis du Front National, enfin de Marine Le Pen, il y a un représentant, un jeune loup des Républicains, qui a quand même déclaré, c'est quand même cette phrase. Jérôme Larrivé. Guillaume Larrivé. Oui. Qui a fait cette phrase quand même extraordinaire, que Marine Le Pen, c'est un néo-communisme antinational. Voilà, exactement. Voilà où on est, cette droite. C'est quand même on est confiné à des slogans publicitaires. C'est comme c'était l'été dernier, au mois d'août, il y avait des journées d'études organisées par l'évêché de Fréjus, enfin près de Fréjus, sur l'encyclique du pape aussi, et comment cette encyclique avait été reçue par l'encyclique sociale et écologiste, par les différentes sensibilités politiques, et il y avait là, je crois, Monsieur Mariton qui représentait les Républicains, et quelqu'un lui a demandé, mais comment se situait-il par rapport aux condamnations très nettes du capitalisme par le pape François? Est-ce qu'il était prêt à les reprendre, qu'ils le disent? Et M. Mariton avait rétorqué à cet intervenant, il s'était mis en colère, mais vous me faites un procès Viet Minh.
On voit que la droite évolue bien. La droite est vraiment évolue. Bruno Saint-Hélier. Oui, je souhaiterais poser une question à David Lépée. Rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Oui, très rapidement. Et en même temps à Thibaut Isabelle. Voilà, ma question est la suivante. On parle de socialisme gaulois. Berthe parle de socialisme gaulois. Je sais que Proudhon, dans l'esprit fédératif, parle du fédéralisme des Gaulois. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous. En tout cas, c'est vrai que les Irlandais, Connolly, donc qui est une des grandes figures du socialisme national irlandais, parle de la société celtique traditionnelle comme étant un modèle, j'allais dire, à réactiver. Est-ce que dans la révolution conservatrice allemande, on a ce type de référence à des modèles qui sont finalement très anciens, très communautaires, très organiques et finalement assez égalitaires? Alors, le fédéraliste suisse, ou en tout cas équitable, en tout cas équitable, est tout à fait, tout à fait favorable à ça. Seulement ce socialisme gaulois, à part dans les textes, n'a jamais vraiment pris une forme fédérale. Malheureusement, il y a eu cet événement fondateur de la Révolution française, mais le problème était déjà là avant. Donc, mais quand en tant que référence, c'est en tant que mythe. C'est la dérive de tous les socialismes réels, presque malheureusement, ça a été cette centralisation autoritaire. Donc je pense que si un nouveau socialisme devait éclore, je souhaite qu'il soit fédéraliste, car il serait sans doute plus démocratique et plus juste. Alors encore un message d'auditeur ou d'auditrice. Bonsoir. Comme toujours, l'émission est hyper pointue. Normal, messire AGJ, Arnaud Guyot-Janin, est une pointure et invite ses pairs, décidément. Bravo messieurs et merci pour cette densité d'informations et vos pertinentes analyses. J'ai envie de dire merci maman. Mais mon cher Arnaud, vous êtes nos mamans. Mon cher Arnaud, vous êtes une pointure, vous êtes même une épée. David Lépée d'ailleurs est en face. Voilà, il ne saurait vous contredire. Alors, Thibaut Isabelle, pour conclure, ce numéro de Crisis, il y a un entretien avec Alain de Benoît sur Georges Sorel, qui est en fait le prolongement d'un entretien qu'il avait donné à 1900, qui était les anciens cahiers Georges Sorel, dirigés par Jacques Julliard. Oui, c'est ça. Il y a un texte document de Werner Sombart qui est tiré d'un de ses livres, et le texte s'intitule « Pour quelle raison le socialisme n'est-il jamais parvenu à s'implanter en Amérique ?» et ça date de 1906. Oui. Très intéressant en quoi le socialisme authentique est antithétique de l'américanité, de l'esprit américain. C'est très intéressant. Un article, alors là, très audacieux, original, on aurait aimé même qu'il soit un peu plus substantiel, tellement il est intéressant. Un article de Yoel Sparfel sur autonomie socialiste contre autarcie libérale. Un article très intéressant. Oui, c'est un article qui parle de la façon dont finalement le libéralisme prétend libérer les populations, alors qu'en fait, bien souvent, ça les emprisonne. Un entretien avec Constanzo Prévé, un entretien avec Denis Collin sur Marx, le communisme et la République, l'article de David Lépée que j'ai cité, le socialisme face à l'idée nationale, article de Raymond Robert Tremblay, critique de la théorie marxiste de l'État, et un article de Charles Robin qui est assez proche de Jean-Claude Michéa, oui, qui a écrit un ouvrage remarquable, et là il vous livre un texte sur la sagesse anarchiste. Alors, cela ne doit pas faire peur aux auditeurs, car rappelez-vous la citation d'Antonin Artaud, l'anarchiste est celui qui aime tellement l'ordre qu'il n'en accepte pas de parodie. Voilà. Alors, on peut se procurer Crisis comment ? Alors, on peut se le procurer de bien des façons, mais la manière la plus simple, c'est de se rendre sur le site crisisdiffusion.com, c'est le site de la revue Crisis. Ça permet de se procurer le numéro en cours sur le socialisme, mais aussi les anciens numéros. Et puis, plus encore, ça permet de s'abonner à la revue. Crisis est désormais une revue trimestrielle qui propose des contributions venues d'auteurs d'horizons très différents, de nationalités très différentes. Elle continue d'être trimestrielle ? Ah oui, Crisis est une revue rigoureusement trimestrielle. D'accord. Il va y avoir un numéro sur l'Amérique qui va apparaître très prochainement. Le numéro 43. Oui, c'est déjà. Ça. C'est une revue presque unique en son genre parce qu'il n'y a plus beaucoup de revues comme ça en France, et a fortiori des revues qui font se confronter des gens différents, des gens ouverts d'esprit, qui discutent du fond des problèmes, qui débattent. On n'a plus de
beaucoup de vraies plateformes de débat en France, et Crisis est une belle revue de ce point de vue. Alors rendez-vous sur le site crisisdiffusion.com. Revue transversale de débat, d'idées. Merci Thibaut Isabelle, merci David Lépée, merci Bruno Saint-Hélier, merci Christian Brosio. Et chers auditeurs, nous nous retrouvons mardi prochain à midi pour les propos d'atelier, une émission consacrée à hommage à Salvador Dali. Et nous nous retrouvons pour cette même émission du Libre Journal des Enjeux Actuels dans un mois. Merci.